Alain, depuis le 28 février, grosse surprise, ou en tout cas énormément d'émotions, de déceptions, d'interrogations, d'inquiétudes. Les États-Unis lancent leur opération conjointe avec Israël contre l'Iran. On va appeler ça l'opération Epic Fury du côté américain. Le rugissement du lion du côté israélien. Surprise sur les objectifs américains, vouloir amener un changement de régime, détruire les infrastructures militaires, même si les renseignements intérieurs américains disent qu'il n'y avait pas de travaux avancés depuis la guerre des 12 jours sur la question du nucléaire. Et aujourd'hui, la guerre qui devait durer que quelques jours, continue de durer. Nous avons le détroit d'Ormuz qui est bloqué, un choc pétrolier qui est présent. Et maintenant, Donald Trump qui a posé hier soir un ultimatum de 48 heures sous peine de détruire des infrastructures civiles énergétiques en Iran si le détroit d'Ormuz n'est pas réouvert et s'il ne se plie pas aux conditions. Donc, première question, Alain, étant donné qu'il s'est passé quand même plusieurs jours depuis le début de l'opération, question simple que tout le monde se pose, est-ce que Trump a complètement changé d'idéologie? A-t-il trahi ses promesses? Que fait Donald Trump? Alors moi, ma théorie, elle est souvent pas comprise. Je dis que Trump ait une idée derrière qui se soit simplement soumis pour des raisons peut-être qui ont à voir avec les dossiers Epstein ou avec le fait qu'il a quand même été plusieurs fois renfloué quand il était en faillite par des financiers juifs, ou alors aussi qui le menacent par lui et sa famille. Il faut pas oublier que on est dans un pays où on tue les présidents de la République, et les deux frères Kennedy ont été mis à mort, l'un président, l'autre avant qu'ils le deviennent, pour des dossiers assez similaires, hein, puisque quand on lit notre spécialiste du sujet, qui est Laurent Guyeno, on sait que celui qui a commandité la mort de John Fitzgerald Kennedy était Ben Gourion, et qu'il y avait deux raisons à ça, qui est d'ailleurs la même raison, c'est que Kennedy voulait se réconcilier avec Nasser, et donc se réconcilier à l'époque avec le monde arabe et les nationalismes arabes, qui était l'avenir, et qui était surtout l'avenir pour échapper à un certain obscurantisme islamiste qui est systématiquement aidé par les impérialistes, on le sait, notamment avec depuis la destruction de l'Irak de Saddam Hussein. Et il voulait aussi aller voir à Dimona, c'est-à-dire empêcher Israël d'avoir la bombe pour qu'il n'y ait pas une course à la bombe au Proche-Orient. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut comprendre pourquoi l'Iran pourrait tenter de vouloir la bombe, c'est parce que Israël l'a, et Israël l'a illégalement, il faut le rappeler. Voilà, donc il faut remettre les choses à l'endroit. Et alors que Trump, c'est sans doute effectivement le sort qui a été réservé aux deux frères Kennedy, et peut-être que soit c'est un traître pour des raisons d'argent, soit c'est un traître parce qu'il est tenu par les dossiers Epstein, ce qui m'étonnait plus, mais il semble qu'il y a quand même des petites choses qui seraient suffisantes dans un pays que j'appelle puritano-pornographique comme les États-Unis pour le mettre gravement en danger, même si c'est pas du niveau de ce qu'on voit dans les courriels Epstein, où là on a quand même du viol d'enfants, du meurtre d'enfants et du cannibalisme, hein. Je ne pense pas que Trump était impliqué à ce niveau-là, puisqu'il n'a jamais mis les pieds sur l'île aux esclaves, mais il était peut-être suffisamment impliqué par rapport à ce que peut en accepter l'Américain moyen pour être tenu. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que grâce à la politique de Trump, quelle que soit sa pensée, son arrière-pensée, c'est que tout le monde a compris que c'était, comme on dit, la queue qui remue le chien, à part Todd qui veut toujours pas l'admettre, mais c'est pas grave. C'est que voilà, Israël obéit. Qu'est-ce que je raconte? Les États-Unis obéissent à Israël contre leurs intérêts profonds. Trump aujourd'hui mène une politique qui est le contraire de la politique pour laquelle il avait été élu, contre, je rappelle, ce qu'on appelait l'État profond, c'est-à-dire la puissance néoconservatrice qui domine l'Amérique, notamment à droite depuis les années Reagan, mais encore plus depuis les deux mandats des Bush père et fils. Donc et Trump est aujourd'hui dans une trahison tellement évidente et tellement inacceptable qu'il est un accélérateur de calendrier. C'est-à-dire que il finit, je dirais, le gouvernement Trump, par sa trahison, finit par atteindre les buts qui étaient les buts de Trump au début, c'est-à-dire de faire monter un sentiment de colère contre Israël, de bien faire comprendre que Israël est le problème de l'Amérique. Israël oblige l'Amérique à prendre des décisions militaires, géopolitiques, politiques et économiques qui sont une des responsables du déclin de l'Amérique et qui donc aggrave le cas, alors que justement Trump aurait dû se recentrer sur une doctrine Monroe et accomplir un programme qui n'incluait absolument pas à aucun moment l'idée d'attaquer l'Iran. Hein, c'est une certitude. Donc que Trump le fasse exprès
ou pas. Moi, c'est mon idée du double sacrifice, tu sais, entre l'Iran et l'Amérique. C'est que Khamenei, dans une vision traditionnelle, s'est sacrifié en se laissant tuer à son bureau pour unifier au maximum le peuple iranien derrière lui. Et Trump, quelque part, est en train de se sacrifier, mais d'une manière, je dirais, plus vulgaire et plus moderne, en trahissant toutes ses promesses électorales pour montrer effectivement que l'État profond est plus puissant que lui et que la présidence, et que tout ce qui se passe en ce moment, qui est catastrophique pour l'Amérique, est la faute est à cause d'Israël, et notamment, si on veut être un peu généreux, du pouvoir israélien qui est en place depuis bientôt 20 ans, et qui est un pouvoir religieux, d'extrême droite, suprémaciste et racial. Hein, voilà. Et ça, c'est en train d'exploser à la face du monde. Et on peut dire que Trump, finalement, de ce point de vue-là, joue, que ce soit peut-être malgré lui, finalement, accomplit ce destin d'accélérateur et de dévoilement, puisque en fait, je rappelle, le mot dévoilement, c'est le mot apocalypse. Hein. Donc il est un acteur de cet apocalypse. Et peut-être que il y a chez lui, peut-être, soit c'est le plus grand des traîtres, soit c'est un type qui, quelque part, se sacrifie parce qu'il a trouvé que ce moyen-là, quand il a compris l'incroyable puissance de l'État profond par rapport à la faiblesse de ses forces. Il avait déjà eu le temps de le vérifier lors de son premier quinquennat. On lui avait quand même volé le second, je rappelle. Hein. S'il était vraiment, dès le départ, l'homme du lobby israélien, pourquoi l'aurait-on autant emmerdé pour revenir au pouvoir? C'est ça là, où il y a une logique qui fonctionne pas. Si dès le départ il est une psyope, il suffisait de le laisser se faire réélire. Il n'y avait pas besoin de l'emmerder à ce point-là. Je rappelle les tentatives d'impeachment, etc. Et donc peut-être à la fin, il se dit le meilleur moyen de lutter contre le lobby, c'est de marcher dans le sens de son hubris. C'est-à-dire que finalement, ce qui est la peu mauvaise politique quand on veut lutter contre la montée en puissance d'Israël au sens le plus large du terme, la plus mauvaise politique, c'est les politiques de paix, c'est-à-dire de faire croire à des négociations de paix avec l'idée qu'il y aurait un jour un État palestinien. On sait que systématiquement ça favorise Israël, puisque pendant qu'Israël ment, eh ben, ils annexent la Cisjordanie, ils persécutent les chrétiens, alors que là, au moins, le monde entier a compris qui étaient les méchants, qui était le problème, et que surtout, cette guerre contre l'Iran va avoir de telles conséquences catastrophiques, notamment sur l'Europe, en termes de hausse des prix, de crise énergétique, etc., que ça va aboutir au résultat, quelque part, qui fait que l'équipe Trump s'était montée au départ, hein, c'est-à-dire essayer de enfin se libérer de la tutelle israélienne, qui, je rappelle, a trois mamelles, l'EPAC pour la corruption, l'Anti-Defamation League pour le chantage et la terreur, et les évangélistes, c'est-à-dire les chrétiens sionistes, pour la masse, on va dire, des abrutis américains qui marchent derrière Israël en pensant que c'est le Christ qui leur ordonne de marcher derrière Israël. Et même ça, comment dire, le génocide de Gaza a permis quand même aux leaders de ces mouvements chrétiens sionistes, notamment dans le plus connu, puisque c'était pour la jeunesse des campus, c'était Charles Kirk, et ben ça a fait prendre conscience à cette jeunesse de droite qui est très importante, puisque la jeunesse de gauche sorosienne est déjà dans l'antiracisme et le pro-palestinisme gauchiste. Donc c'est le vrai morceau qui faisait la puissance d'Israël aux États-Unis, c'était surtout cette jeunesse de droite patriote blanche qui confond d'ailleurs les Palestiniens, les Arabes et les Indiens. Hein. Il faut comprendre ce que c'est que la pauvreté de la vision américaine du redneck. Et là, ils sont en train de basculer à l'image incroyablement spectaculaire d'un Nick Fuentes qui fait du super Soral protégé par le premier amendement. Je rappelle, le premier amendement vous protège au niveau du discours, mais n'arrête pas les balles. C'est la différence de traitement avec la France. Aux États-Unis, vous pouvez dire ce que dit Nick Fuentes, mais vous pouvez vous faire tirer dessus plus facilement. Donc il faut prier pour Nick Fuentes, mais qui fait un boulot incroyable en ce moment, pour qui écoute ce qu'il dit. Et ça, quelque part, c'est à mettre au crédit de la trahison de Trump. C'est ça le paradoxe. Sans Trump, ça ne se serait pas passé comme ça. Et moi, comme je suis un hegelien, il y a ce qu'on appelle la ruse de la raison. C'est que finalement, d'ailleurs ça rejoint l'analyse de Todd, il dit que finalement tout ce que va faire Trump va accélérer l'effondrement de l'Amérique, va accélérer ce changement en fait de pouvoir entre une thalassocratie, c'est-à-dire un pouvoir maritime qui règne depuis l'Angleterre et la reine Victoria sur le monde, et là on est en train de basculer vers, on va dire, la revanche de la coalition continentale,
qui, je le rappelle, ne pouvait fonctionner que s'il y avait une réconciliation entre les divers acteurs de ce continent, que la puissance maritime a toujours obligé à se battre les uns contre les autres. En premier lieu, d'ailleurs, la France contre l'Allemagne, mais aussi la France contre la Russie au moment des Dardanelles. On voit très bien que finalement, le travail de Xi Jinping et de Poutine est de travailler par, comment dirais-je, une collaboration raisonnable, qui s'appelle la paix du doux commerce, d'une certaine manière, qui n'a jamais vraiment existé, mais qui là est sur la table. On est en train d'assister à un changement d'époque au plus haut niveau géopolitique, qui est la fin de la piraterie maritime, puisque tout pouvoir maritime a une dimension de piraterie, puisque je rappelle, il n'y a pas de frontières dans les mers, vers ce qu'on appelle le nomos de la terre chez Carl Schmitt, c'est-à-dire, à travers les BRICS, un dialogue de pays qui respectent leurs différences de culture et leurs frontières. C'est toute la différence. Hein. Donc on va passer d'une longue époque de voyoucratie maritime, qui a été inaugurée par les Anglais, qui est un peuple voyou. Hein. Il suffit de regarder sa manière de fonctionner, que ce soit d'ailleurs, même en ce moment encore en Ukraine. Hein. Et puis vers quelque chose qui est plus compatible avec la raison, et la raison notamment d'ailleurs telle que nous les Occidentaux prétendons l'incarner, et qui va s'appeler le dialogue demain entre la Chine, la Russie et l'Inde. Et l'inconnu, c'est est-ce que les Américains accepteront à un moment donné cet atterrissage en douceur qu'ont accepté les Anglais en 1945, et redevenir une île puissante, mais quand même une île bordée par 2 énormes océans, je le rappelle. Hein. C'est-à-dire, si vous regardez la carte, il y a une énorme continuité territoriale qui est la plus grande puissance. Et puis, il y a cette île de pirates qui s'appelle l'Amérique, qui a succédé à l'Angleterre, avec son bastion avancé, son porte-avions avancé qui est Israël. Ça, on est d'accord même avec Michel Colomb, à part que c'est le porte-avions qui domine la base. C'est ça la thèse de Mearsheimer-Ewald, qui semble évidente aujourd'hui, justement grâce à la manière dont Trump se soumet à Netanyahou, mais de manière hyper visible. C'est ça, et il s'en plaint même en même temps qu'il le fait. Il prétend pas faire autre chose. C'est ça c'est là où je me dis qu'il y a presque une stratégie de dévoilement. Et là, ben voilà, on est dans la haute géopolitique de changement d'époque. Et la question, c'est est-ce que l'Amérique va accepter cet atterrissage en douceur? Normalement, la raison va l'y obliger. Et l'inconnu, effectivement, ultime, c'est Israël, parce qu'Israël, on est face à des gens absolument déraisonnables, c'est-à-dire qu'on est face à des religieux. Et ça, c'est aussi le sujet qu'il faudra aborder. Nous sommes en ce moment dans une guerre entre 3 théocraties, une qu'on désigne comme telle, qui s'appelle la théocratie iranienne, mais qui est une république islamique dans ses frontières, et qui pratique une religion qui s'appelle le chiisme, qui n'a pas de dimension raciale et qui n'est pas expansionniste. Je rappelle que la puissance de l'arc chiite, de l'arc chiite est la conséquence de la brutalité et de la bêtise de l'armée américaine, notamment en Irak. Cette puissance chiite est venue du fait de la brutalité des néoconservateurs. C'est en faisant tomber l'Irak qu'ils ont fait... Je rappelle que l'Irak était un pays dont le leader était un sunnite, mais qui dominait un pays à majorité chiite. Hein, d'avoir fait tomber Saddam Hussein a donné une puissance décuplée à ce qu'on appelle l'arc chiite. Et en fait, ce qu'on remarque à chaque fois, c'est que les Américains font n'importe quoi, ils ont les moyens et ils sont brutaux, et à chaque fois, ils foutent la merde. On peut parler de l'Afghanistan, et à chaque fois, c'est une catastrophe, quoi. Et le sujet ultime, c'est quand en plus cette brutalité et ce manque de finesse diplomatique et même de manque de culture de certaines régions se met au service de gens, eux, qui sont des suprémacistes raciaux expansionnistes, animés par une vision théologique et en plus millénariste, voire apocalyptique. Là, ça donne quelque chose d'ultra ultra dangereux dans lequel nous sommes exactement en ce moment. Alors, tu nous parlais d'atterrissage en douceur. On a pu observer ces derniers mois quand même de nombreuses actions de la part de l'administration américaine. On a eu le cas du Venezuela, on a eu tous les propos autour du Groenland, du Canada, la restructuration du budget de l'OTAN pour l'Europe, la guerre des tarifs douaniers, et on a eu un ennemi qui a été désigné immédiatement, c'est-à-dire c'est la Chine, par rapport aux États-Unis et surtout la nouvelle administration Trump. On se souviendra des propos de Kash Patel qui expliquait que la Chine a déclaré la guerre aux États-Unis et mène une guerre sur le sol américain. C'est le directeur du FBI qui a déclaré ça sous serment. Donc ça montre quand même clairement la vision de l'administration américaine. Israël ou non, est-ce que
avec ces éléments-là, on n'a pas déjà la réponse de ce que est en train de tenter de faire l'Empire américain? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu de toute manière ces opérations en Iran, sachant que on a Trump qui avait fait en mai 2025 un discours très important à Riyad avec un accord important avec l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on a aussi évidemment la zone du Koweït. Est-ce que ce conflit n'allait pas arriver de toute manière pour l'Empire américain pour tenter de se maintenir? Oui, mais ça, c'est. Moi, là-dessus, je valide l'analyse de Todd, hein, l'école des annales. Il suffit de regarder les chiffres. Euh, euh, L'Amérique n'a plus les moyens de ce sursaut impérial. Et aujourd'hui, il y a une évidence, c'est que la vision impériale de l'Amérique, qui est la vision des néoconservateurs, comment dirais-je, détruit l'Amérique intérieure. On le constate tous les jours, et que de toute façon, la seule chose que peut faire l'Amérique, c'est l'atterrissage en douceur, c'est-à-dire d'accepter de ne plus être un empire monde, mais on va dire peut-être un empire continent ou une nation continent, ce qui rend logique les propos un peu qui ont toujours une apparence un peu sur la forme un peu délirante de Trump, mais qui se comprenait à travers l'idée du retour à la doctrine Monroe, c'est-à-dire nous, les Américains, voulons le contrôle du Canada, du Mexique, de la route du Nord, du Groenland, puisque effectivement ça détermine le partage d'un certain pouvoir avec la Russie compte tenu d'un réchauffement climatique qui n'est pas anthropique mais qui est réel, et puis surtout le canal de Panama, et surtout de dire aux Chinois qui sont en train de s'implanter de plus en plus en Amérique du Sud, parce qu'eux ont les moyens économiques, ce que n'a plus l'Amérique, de dire attention, vous pouvez peut-être faire du commerce, mais sous notre contrôle. Et ça, c'est l'affaire vénézuélienne qui annonce d'ailleurs, je le dis, une affaire brésilienne qui arrivera forcément un jour ou l'autre, hein. Pour C'est-à-dire redéfinir que les frontières naturelles. bah oui, parce que l'Amérique ne peut pas se permettre que l'Amérique du Sud lui échappe, puisque la richesse de l'Amérique du Nord, entre autres, c'est quand même ce lien qu'elle entretient avec l'Amérique du Sud, qui est un lien, on vous achète vos matières premières au prix qu'on veut, et vous nous achetez nos produits finis au prix qu'on veut, hein. Ça a toujours été, cette puissance de l'Amérique est liée, de l'Amérique du Nord est liée à sa domination sur l'Amérique du Sud. Et là, les Américains voyaient bien les Chinois prendre pied de plus en plus, non pas de façon militaire et belliqueuse, mais par le business. Parce que la grande différence, c'est que les Chinois ont énormément de cash pour investir et proposer des deals, alors que l'Amérique à un dollar qui ne vaut rien, et qui s'impose par la menace militaire. C'est toute la différence. Donc, en fait, il y a un moment donné, c'est un peu il faut savoir compter. C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus les moyens de sa puissance. Et c'est pour ça que là, elle est en train de se comporter comme un empire qui n'a plus les moyens de sa puissance et qui donc est dans la brutalité, la prédation, le court-termisme, hein, c'est-à-dire tenter des opérations. Alors le Venezuela, c'est facile parce qu'en fait c'est une opération de la CIA, c'est une opération de kidnapping. Mais l'Iran n'a rien à voir en termes d'échelle. Là, on est sur une opération militaire très importante qui est, je rappelle, une puissance maritime qui est loin de chez elle, qui s'attaque à un bastion continental qui, même si les alliances sont plus discrètes, il y a quand même il est évident que les Russes et les Chinois ne peuvent pas laisser les Américano-Israéliens prendre le contrôle de l'Iran quand on comprend ce que c'est que la géopolitique. Ça serait presque la fin des BRICS, hein. Ça serait fait perdre 20 ans à la stratégie multipolaire continentale. Donc c'est une guerre forcément qui est amenée à durer, malgré ça, et à se durcir, et que les Américains, normalement, ne peuvent pas gagner. Ils peuvent gagner, comment dirais-je, une bataille, comme Hitler a gagné, comment dirais-je, en mai 40, la bataille de France. Mais il a perdu la guerre, parce qu'à un moment donné, c'est simplement une question comme disait Staline, combien de divisions? Quelle est la réserve de puissance de l'Amérique par ses alliances, sa capacité de production, etc., que ce soit d'armement d'ailleurs ou autre chose, et face à quoi sont-ils? Ils sont face quand même à des tas de pays qui veulent échapper à cet hégémon menaçant et qui s'est très mal comporté depuis des décennies. On se rappelle très bien que si Saddam Hussein a été mis à mort, c'est d'abord parce qu'il voulait vendre son pétrole dans les monnaies qu'il voulait, et pas seulement en dollars, que cette exigence faisait la force du dollar par le pétrodollar, qui était déjà une monnaie qui ne valait plus vraiment grand-chose depuis la fin de la convertibilité or. Enfin, il faut reprendre tout ce dossier, et que pendant des années encore, l'Amérique s'est maintenue uniquement par la menace. C'est-à-dire que ces bases américaines qui sont soi-disant pour protéger des pays qui sont soumis au pétrodollar sont en général sont aussi et surtout dans une période où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de nécessité de protéger ces pays les uns des autres, c'est des pays de commerce d'énergie, c'est surtout des bases américaines qui en fait sont des bases de menace. C'est-à-dire si vous sortez du pétrodollar, on est là chez vous militairement.
Et c'est pour ça que là, on est dans une logique aujourd'hui où le pétrodollar ne fonctionnant plus, ces bases américaines, en fait, coûtent de l'argent aux contribuables américains et n'ont plus vraiment de fonction. C'est pour ça que cette guerre aussi, Iran-États-Unis, c'est une manière presque, je dirais, pour le gouvernement Trump de quitter, mais à coup de pompe dans le cul peut-être, mais de quitter ces bases qui coûtent très cher. Parce que je rappelle que cette énorme armée américaine coûte une fortune, et aujourd'hui, son coût n'est plus tellement justifié. C'est d'ailleurs le discours de Trump, c'était ça. Si vous voulez encore l'OTAN, vous n'avez qu'à payer vous-même. Tout ça nous coûte très cher. Alors c'est pas que ça coûtait très cher à notre service, c'est qu'aujourd'hui, ce couple dollar-pétrodollar, menace militaire américaine, ne fonctionne plus, puisque cette menace, en fait, ne fait plus vraiment peur, puisqu'aujourd'hui, on voit que les matières premières énergétiques s'échangent de pays à pays et de puissance à puissance, en dehors, majoritairement, du dollar. C'est-à-dire, c'est fini. Et la fin du pétrodollar, c'est la fin du dollar. C'est la seule chose qui lui restait. Et les Américains sont obligés de l'accepter. Sinon, évidemment, on est dans cette idée absurde, c'est bon, bah, on a encore une armée très puissante et on va casser la gueule à tout le monde. Vous pouvez pas. Le principe d'un empire, c'est un échange gagnant-gagnant. Et c'est pour ça d'ailleurs que Youssef Indy a raison de dire que l'Amérique n'est plus un empire, elle est un hégémon et elle est une puissance déclinante qui aujourd'hui retarde son déclin inéluctable en se vengeant sur ses vassaux. C'est Comme tout notamment empire l'Europe. historique, quelque part. Comment? Comme tout empire Comment? historique, quelque part. C'est un peu le processus naturel qu'on observe en fin de vie d'empire. Oui, bien sûr, quand un empire n'est plus gagnant-gagnant, tout le monde veut s'en débarrasser, et ça fait que ce soit l'empire turc ou avant lui l'empire romain, un empire fonctionne quand tout le monde a intérêt à participer, parce qu'en fait c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que vous avez la mosquée et le souk, parce que souvent les gens n'ont pas compris sur la longévité de l'empire musulman, et puis pourquoi à un moment donné il y a son déclin, quoi. Et donc tout ça nous amène à faire des analyses un peu de fond, de fondamentaux, et en fait, on va dire, Trump est l'incarnation d'une Amérique qui refuse l'atterrissage en douceur momentanément, et en le refusant va l'accélérer et augmenter son coût pour eux. Et c'est l'analyse de Todd en réalité qui est assez juste, hein. C'est qu'à un moment donné, il faut compter. L'Amérique n'a plus les moyens, hein, qu'elle avait après la Deuxième Guerre mondiale, et où elle a imposé effectivement ça, et où on pouvait penser à une Pax Americana. Aujourd'hui, on voit bien que l'Amérique est un fauteur de désordre, un fauteur de guerre, et en plus avec l'élément supplémentaire qui est mené par un petit pays qui s'appelle Israël, qui lui a une relation aux autres qui est totalement dysfonctionnelle intégralement, parce que en fait c'est une vision en fait totalement religieuse. Et malheureusement, c'est ce que j'ai expliqué, notamment pour la chute inéluctable du nazisme, c'est qu'à un moment donné, quand vous pensez que vous avez une destinée manifeste et que Dieu est avec vous, vous pensez que Dieu pourvoira à ce qui vous manque, hein. C'est-à-dire l'intercession divine. Or, j'ai beau être attaché à une certaine spiritualité, ça n'existe pas, les intercessions divines. Moi, je crois à la phrase de Staline, combien de divisions? Et à un moment donné, le réel, c'est le retour inéluctable du réel. Hitler avait beau avoir une vision wagnérienne de l'Allemagne, il avait raison que l'Allemagne était devenue, en partant de la Prusse à l'Allemagne de 1933, la puissance continentale qui avait vocation à dominer la France, la Russie, et qui menaçait l'impérium anglais. Mais ça ne voulait pas dire pour autant qu'il y aurait Germania pour 1000 ans. Et à un moment donné, il ne faut pas confondre d'être devenu un acteur majeur du monde en partant je rappelle, de la Prusse, qui était un petit truc, hein. Si on prend Frédéric II, c'est une montée hyper rapide, ce qui fait qu'on a effectivement une énorme puissance avec un problème d'espace vital et puis une arrogance, hein. Et malheureusement se greffe là-dessus une vision religieuse et un peu délirante. Ça, c'est la Bavière, hein, c'est le côté romantique. Le côté romantique est pas très prussien du nazisme. Et on se met à délirer, à faire n'importe quoi, et ça finit mal. Et ça finit mal. Et malheureusement, je dis, aujourd'hui, Trump est un accélérateur de fin d'empire, hein. C'est parce que voilà, quand vous voulez pas comprendre et que vous vous énervez, et ben ça finit encore plus mal. Mais malheureusement, ce encore plus mal va passer par un moment très très dur pour qui? Pour nous les Européens, hein, parce qu'on est très très mal positionnés dans ce conflit. En ce moment, bah, c'est simple, la Russie prend beaucoup d'argent sur le pétrole. La Chine, finalement, mène sa guerre à distance contre les États-Unis, hein, d'une certaine manière, par proxy.
c'est l'Iran qui fournit comment dirais-je, le sang et le courage, mais c'est évident que ce bras de fer est favorable à la Chine. Et, euh, et puis après, il y a, je vous dis, la question israélienne, hein, qui est la plus dure à On va, traiter, hein. on va rapidement parler. Je tenais juste à rappeler quelques points importants, parce qu'on parlait de la fin du pétrodollar. On a déjà des éléments qui se sont confirmés, parce qu'on a eu l'opération Venezuela, et on sait que la communication de la Maison-Blanche, c'était le fait de saisir le pétrole et même de pouvoir enrichir les Vénézuéliens. Mais rappelons-le, cette information, elle n'a pas vraiment fait la une des journaux. C'était surtout l'arrestation de Maduro. Les compagnies pétrolières ont refusé les contrats qui étaient proposés, parce que ce n'était pas du pétrole. Enfin, ça coûtait extrêmement cher. Oui, le pétrole vénézuélien n'est pas du tout exploitable comme ça vite fait. Toutes Voilà, les infrastructures pétrolières vénézuéliennes sont obsolètes. Il faut faire d'énormes investissements. Et le consortium pétrolier américain, c'est plusieurs multinationales, ont dit c'est au-dessus de nos moyens de mettre autant d'argent pour un pétrole qu'on récupérera dans X années. Donc en réalité, le deal, c'est que les Américains vont être obligés de laisser les Chinois financer la relance du pétrole vénézuélien en disant après on partage le gâteau, vous investissez, vous en profitez, mais nous on veut garder le contrôle politique et géopolitique du Venezuela. Et en fait le bras de fer en ce moment entre la Chine et les États-Unis, notamment sur l'Amérique du Sud, c'est qu'il n'y a que les Chinois qui peuvent investir fortement là-bas, et les Américains sont obligés de dire aux Chinois on vous laisse investir, mais on veut le contrôle. C'est-à-dire qu'in fine, on veut le contrôle. Et les Chinois ne sont pas forcément contre, hein. Pour les Chinois, finalement, sont dans une logique de commerce. Ils sont pas les Chinois ont toujours été un empire défensif, hein. C'est pas des conquérants. Leur conquête se fait par le business en ce moment. Et voilà. Et en fait, la conquête guerrière, il faut bien comprendre que c'est celle qui coûte le plus cher et qui est la plus aléatoire, parce que vous faites des ennemis, ça coûte très cher. La guerre, c'est ce qui coûte le plus cher, hein. Louis XIV disait bien que c'est pas Versailles qui avait ruiné la France, c'était ces guerres incessantes qui coûtaient beaucoup plus cher que de construire un château. Et surtout, la guerre n'est rentable que si derrière il y a de la prédation. Il faut rappeler pourquoi les guerres napoléoniennes, à un moment donné, ont été financées par les grands banquiers. C'est parce qu'on allait piller tout le reste du monde connu, hein, mais en se faisant détester partout. Et puis ça a mal fini pour Napoléon, comme ça a mal fini pour Hitler. Et là, je vous dis, on est dans le bouquet final de l'empire thalassocratique américain, avec cette inconnue encore plus dangereuse qui est la donnée israélienne. Parce que déjà, l'Amérique, là, on est dans un empire qui s'énerve parce qu'il ne veut pas admettre son déclin, mais ce déclin est inéluctable. Et on voit bien qu'il y a encore des gens aux États-Unis qui sont raisonnables. Derrière Trump, il y a beaucoup de gens qui disent cette aventure iranienne est une connerie, l'Iran n'est pas le Venezuela, ça nous coûte très très cher, Trump, ça va lui faire perdre le pouvoir. Et donc il y a une poussée raisonnable aux États-Unis en ce moment, une colère des militaires, une colère des soldats. Tout ça est très positif d'une certaine manière. Voilà, ça va permettre peut-être, je vous ai dit, de drainer le marais par une autre méthode. Sur la question israélienne, alors là, c'est beaucoup plus compliqué voilà, de Déjà, penser. première question, Alain, sur le sujet. Voilà, on va attaquer le sujet israélien, ô combien important, d'autant plus que nous sommes en France, en tout cas la majorité de nos spectateurs sont en France, donc ils savent très bien quelle est la communication actuelle sur le conflit, c'est pas du tout binaire. Donc on sait là que les États-Unis vont payer le prix cher, enfin le prix fort, c'est-à-dire là on sait déjà le taux d'endettement, l'impact aussi sur le moral, la confiance du public avec les soldats américains morts, ça aussi, une promesse qui a été rompue, le Trump qui amené de faire venir des bots sur l'île de Karg, là aussi, promesse rompue qui fait extrêmement peur au public américain, et il y aura les conséquences de l'inflation et du choc pétrolier. Donc là, les États-Unis semblent payer le prix fort, donc finalement, on se pose la question des intérêts de cette guerre. Et là, le sujet donc israélien arrive à tenir face à l'Iran, même s'il y a eu des défaillances du nombre de fer. Première question, Alain, est-ce que Israël peut sortir victorieuse de manière purement pragmatique si on retire les États-Unis de ce conflit face à l'Iran? Moi, j'y crois absolument pas. Non, Israël, déjà, si les Américains fournissent pas l'armement à Israël, qui, je rappelle, est un armement qui est offert, c'est gratuit, hein. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas, les Américains payent pas, hein. C'est que des prêts jamais remboursés. Israël, avec une vitrine high-tech, pour faire joli, est un État parasite, hein. Un État parasite et dysfonctionnel, puisque je rappelle, on peut pas
faire fonctionner un pays avec une pyramide sociale inversée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire fonctionner un pays avec 70% de profession libérale. Et pratiquement un prolétariat qui ne peut exister que par l'esclavage. Et en fait, le prolétariat, les sionistes pensaient que ce serait les Palestiniens qui se soumettraient à leur nouveau maître comme ils avaient obéi de loin à la domination turque. Et l'histoire ne s'est pas passée comme ça. On est dans une dialectique hegelienne. Le nationalisme palestinien, qui n'existait pas à l'origine, est né de la persécution israélienne. Et les Israéliens savent qu'ils ne peuvent pas utiliser les Palestiniens comme prolétariat. Ils ont pensé aux Falachas, ils ont pensé aux Chinois sous contrat. Ils ont un vrai problème, c'est qu'ils ont... c'est un pays. Il faut bien comprendre que le judaïsme faisant des juifs un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, qui a vocation à n'exister que dans la superstructure, un État juif est incompréhensible pour cette raison même. Puisque en fait, on ne peut pas faire un pays qu'avec des élites intellectuelles. Il faut aussi des prolétaires. Et donc, ça veut dire que c'est un État qui est nécessairement esclavagiste s'il veut être fonctionnel. Or, on est dans une période, effectivement, je rappelle, de décolonisation généralisée, d'antiracisme généralisé, d'égalité raciale généralisée. Et c'est pour ça que Israël, de ce point de vue-là, et même le sionisme est un non-sens, parce que le sionisme, ça veut dire qu'il faut inventer c'est ce qu'ils ont cru au début, et où ils ont fait semblant avec les kibbutz, il faut que des juifs acceptent, alors qu'ils sont le peuple du livre, d'être paysans, ouvriers, maçons, et que ça n'a jamais existé, puisqu'il suffit de s'intéresser à l'histoire de la Russie et de la Pologne. Chaque fois qu'il a été tenté ce genre de mutation, c'est-à-dire d'offrir des terres aux populations juives, elles n'ont jamais voulu les travailler, elles se sont débrouillées par des privilèges sur les débits d'alcool pour faire travailler une paysannerie endettée et alcoolique à sa place. C'est l'histoire de la Pologne, c'est l'histoire d'une certaine Russie, il suffit de faire de l'histoire et de la sociologie. Donc en réalité, le sionisme est une contradiction par rapport au judaïsme, et c'est pour ça que les juifs d'élite, les juifs les plus intelligents, les plus prétentieux, les plus arrogants, c'est-à-dire pas comme Goldnadel, qui est un goy qui s'ignore, ont toujours été antisionistes. C'est-à-dire que, c'est la phrase d'Attali, il faut considérer les nations comme des hôtels, il n'est pas question de refaire la chambre, le ménage et la bouffe, tu vois. Donc, quand on est un peuple d'élite, on doit toujours venir, ça s'appelle le juif de cour sous l'Ancien Régime, ça s'appelle aujourd'hui la superstructure dans les démocraties avancées, on est là pour n'incarner que le sommet et jamais de se situer à la base. Il n'y a pas de prolétariat juif, c'est un mensonge. On parle de quelle temporalité pour cette fin annoncée quelque part d'Israël à cause de ces contradictions? Rapidement, je rappelle quelques éléments, parce que si on se base sur le court terme, ou en tout cas les événements récents, on a la Syrie qui est tombée, avantage pour Israël. On a le Liban, les opérations continuent, avantage pour Israël. Les opérations à Gaza, intensives, avantageuses pour Israël. L'Iran, avantage également. Là, on a eu les sujets aux États-Unis qui montrent un pouvoir du lobby israélien aux États-Unis. On a quand même l'impression qu'il y a un pouvoir qui arrive à tenir et qui arrive même à continuer à avancer ses projets. Donc, oui. Quelle temporalité pour ces contradictions? Est-ce qu'on n'est pas encore dans une phase justement de pleine puissance qui peut durer un petit moment pour Israël? Si vous regardez l'arrivée d'Hitler, j'aime bien ce genre de comparaison en 1933. Il réussit absolument tout ce qu'il a promis. En 1937, c'est le plein emploi. En 1940, opération Barbarossa, il défonce les Russes en prétendant en plus que ce sont des sous-hommes, un peu comme les Israéliens le prétendent des Arabes qui les entourent. Et en 1941, c'est la fête. Et l'autre se dit, allez, on est là pour Milan, Germania. Il commence à regarder, à refaire la ville et les projets d'architecture. Et puis il y a 1943, Stalingrad, et finalement c'est une épopée qui a duré 12 ans. Et là, il y a un vrai problème, c'est d'abord que de toute façon que le grand Israël a besoin quand même de juifs pour le peupler, donc il faut une alia quand même généralisée. Ce sont que des terres de conquête qui se font par la violence et qui créent quand même des haines et des résistances qui vont être, dont on sait qu'elles sont éternelles. Regarde les Palestiniens, ça fait depuis 1948 qu'ils tiennent, et je rappelle que malgré Gaza, et malgré le 7 octobre, ce n'est toujours pas réglé. Donc ça veut dire que plus les Israéliens gagnent, c'est la phrase de Mao, de victoire en victoire jusqu'à la défaite. Plus ils gagnent, plus ils s'approchent de la défaite finale. Parce que tout le monde sait aujourd'hui que le Grand Israël n'est pas un délire soralien, que c'est réellement le projet, puisque l'ambassadeur des États-Unis non seulement a dit que c'était le projet, mais qu'il le validait, puisque c'est Dieu qui le veut. Donc il a bien dit aux Égyptiens qu'ils allaient se faire piquer un bout de leur pays, aux Libanais aussi.
aux Syriens aussi, aux Irakiens et même aux Saoudiens, qui n'ont pas été très contents, je le rappelle. Donc tout le monde est sur une position où en fait tout le monde attend la chute finale d'Israël, avec de la lâcheté et, euh, et de la trouille, mais je veux dire, tout le monde ne rêve que de la chute finale d'Israël, et c'est Israël dans un hubris qui ne peut que mal finir. Et c'est pour ça, je suis désolé de le dire, car je suis quand même quelqu'un qui pense, c'est pour ça que le Machia est forcément une pensée qui vient au bout de ce délire, parce qu'il n'y a que l'arrivée du Messie juif qui peut permettre que cette fuite en avant se traduise in fine par une victoire définitive et totale sur le reste du monde. S'il n'y a pas cette intercession divine, l'équation ne tombe pas juste. Tu sais, c'est comme quand tu as un comptable qui a triché, qui a tapé dans la caisse et qui rêve à un moment donné que Dieu mette des billets dans la caisse pour pas qu'il se fasse choper. Le problème, c'est, moi, je crois, tu sais, au Dieu silencieux. En fait, Dieu n'interviendra pas. C'est ce qu'ils découvrent d'ailleurs, c'est ce que ces gens découvrent à chaque fois, hein. C'est pour ça que il y a quand même une histoire qui se répète chez eux. Et pourquoi ils sont éminemment dangereux? C'est que leur projet n'est viable par rapport à leur but que si le Machia arrive. Et c'est pour ça qu'ils disent il arrive demain. Parce que s'il ne vient pas, c'est comme dans les films de John Ford, quand la cavalerie n'arrive pas pour sauver, tu sais, les types en bleu qui sont dans le fort en bois, entourés d'Indiens. Tu vois, si la cavalerie n'arrive pas à la fin du film avec ils vont tous crever. Tu vois, c'est Custer, tu vois. Et malheureusement, c'est ça le drame. C'est ça le drame, c'est que ces gens-là sont obligés de basculer dans la folie religieuse pour continuer à avancer chaque jour un peu plus. Et c'est ce qu'on constate historiquement. Ils sont de plus en plus belliqueux, de plus en plus religieux, et leur succession de victoires, qui est quand même due au fait qu'ils tiennent l'Amérique, et puis qui sont face à des pays qui sont des pays divisés, parce que ce sont des faux États-nations avec des minorités religieuses faciles à manipuler, etc. Il ne faut pas oublier que ces pays, que ce soit la Syrie, l'Irak, etc., sont des pays qui sont nés des découpages de l'impérialisme anglo-français et qui n'avaient pas la solidité de ce qu'est un vrai pays historique, qui en général une unité ethnique et une unité religieuse. Hein. C'est des pays qu'il est facile de déstabiliser, comme d'ailleurs les sionistes, maîtrisant très bien tout ce qui est du régné par la division, savaient très bien qui agitait en Iran comme minorité hostile, avec les Kurdes, certains Azéris, etc. Hein, voilà. Donc on était face à des pays assez faciles à détruire, du fait que c'est des pays qui sont des nations un peu artificielles, nées d'un découpage colonial qui ne correspond pas à leur profonde histoire. Hein. Et donc ça fait des victoires un peu faciles. Et là, les types se disent, c'est bon. D'ailleurs, on savait très bien que dans ce projet de destruction de tous ces pays pour le Grand Israël, le gros morceau et le dernier morceau, c'était l'Iran. C'était écrit parce que c'est 90 millions d'habitants, une Perse millénaire, un pays de montagne, un fort taux d'ingénieurs capables de produire de l'armement de haute qualité, etc. Et puis des alliances solides, continentales, notamment avec la Chine et avec la Russie. Et c'est souvent sur le dernier gros morceau qu'on se casse la gueule. Regardez, si vous prenez Hitler, pareil, battre la France, c'était pas très dur. Traverser la Belgique, c'était facile. Soumettre la Hollande a été assez facile. Et ils se sont cassés les dents sur le gros morceau qui était la Russie éternelle. Et là, bah, il risque de se passer à peu près la même chose. Le problème, c'est que tout ce qui va se passer avant que ça finisse comme ça. Parce que de savoir que ça va finir comme ça, d'ailleurs qu'on soit laïque et qu'on réfléchisse en termes de réalité matérielle, ou qu'on soit religieux, on sait, moi je suis quand même élevé dans le christianisme authentique, pas le judéo-christianisme sioniste qui est un bricolage théologique dû à des puissances d'argent. Je sais très bien que même si l'antéchrist gagne momentanément, il finit par perdre, et qui finit par perdre, vaincu par le Christ. Et les armées du Christ qui sont des alliances, hein, je le rappelle, il suffit d'étudier la théologie, où d'ailleurs convergent la théologie chrétienne authentique et la théologie musulmane, et que donc de toute façon, à la fin, ils l'ont in the baba. Le problème, c'est les dégâts que ça va causer avant d'arriver à cette défaite finale. Pareil, on peut faire la comparaison avec l'épopée hitlérienne. Je crois que De Gaulle, qui était tout sauf un con, qui est peut-être pas un grand militaire, mais qui est un grand politique, a dit en 1939, quand il a compris que l'Allemagne attaquerait la Russie pour des raisons presque métaphysiques, hein, parce que il se serait contenté de maintenir les accords Ribbentrop, comment c'était les accords déjà, enfin les accords russo-allemands.
Molotov-Ribbentrop, merci. Peut-être qu'ils auraient pu se partager le monde. Mais je crois que De Gaulle dit dès 1939, quand il sait qu'Hitler va aller au bout, il dit l'Allemagne a déjà perdu. Ce n'est qu'une question de temps. Et il part à Londres et il se dit si je la joue fine, je reviens en vainqueur. C'est un grand politique, avec une prise de risque, mais c'est intelligent. Et là, c'est pareil. On sait déjà, à mon avis, qu'il est possible qu'Israël disparaisse. Il y a des tas de gens qui le souhaitent. De toute façon, c'est un pays invivable. Le problème, c'est qu'est-ce que ça va coûter au monde, cette disparition, avec des gens qui ont quand même la doctrine Samson, qui ont la mythologie de Masada. Rien n'existe jamais, hein, c'est toujours de la mythologie, mais quand même, c'est de la mythologie qui pousse à l'extrémisme. Et c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que va coûter au monde la folie israélienne, c'est ça. Qui finira, c'est sûr. Il y aura un jour, on sera dans le monde post-sioniste. Et je vous garantis, quand on s'intéresse aux passeports qui sont distribués en ce moment et aux transferts de capitaux, intéressez-vous à ces deux données. Il y a beaucoup, beaucoup d'élites sionistes aujourd'hui, soi-disant, qui sont en train de se rabattre vers l'Argentine, vers la Patagonie, qui ont acheté des terres très importantes en Australie, en Nouvelle-Zélande, là où des régions qui ne seront pas impactées par les vents radioactifs. Donc il y a des gens qui sont en train de se dire que peut-être qu'à un moment donné, ils vont tout faire péter, mais qu'en faisant tout péter, ils sauront quand même où aller, je parle des élites, où elles pourront aller se carapater. Et une fois de plus, je le dis de façon prophétique, exactement comme il y a les Bronfman qui étaient au Canada, ont spéculé pour avoir l'Israël de 48 sur la souffrance des Juifs d'Europe centrale qui ne comprenaient pas très bien ce qu'on leur reprochait parce qu'ils vivaient souvent au Moyen-Âge dans des shtetls. On a des tas de lettres de rabbins qui disent aux Juifs américains vous avez déclaré la guerre à l'Allemagne, car je rappelle, la communauté juive mondialiste, basée aux États-Unis et au Canada, a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie, par des actes journalistiques et des embargos économiques qui correspondent d'ailleurs un peu à ce que on fait à la Russie, que l'Occident dégénéré fait à la Russie. Et il y a beaucoup de religieux juifs d'Europe centrale qui ont dit vous nous avez sacrifiés. Et cette idée des élites juives de sacrifier la masse juive pour rebondir, puisqu'ils auront un nouveau martyr, puisque leur truc c'est la dialectique de l'élection et du martyr, je rappelle que les élus vivent du martyr des autres. Hein, c'est-à-dire que l'élu Bernard-Henri Lévy pourra rebondir dans son élection grâce au martyr de ceux qui, eux, n'auront pas pu se carapater, n'ont pas 4 passeports et ne peuvent pas s'acheter des magnifiques propriétés dans des endroits loin des lieux de conflit. Et malheureusement, c'est souvent ce que j'explique. J'ai dit, Marx a comment dirais-je, expliqué la lutte des classes à tous les pays. Les seuls qui n'ont pas compris la lutte des classes, c'est les juifs. Ils n'ont pas compris que la lutte des classes existait aussi chez eux. C'est-à-dire que leurs pires ennemis, c'était pas le goy par l'antisémitisme, c'est le pire ennemi du juif de base, c'est le juif d'élite. Parce que lui, il est l'hyperclasse. Il est au-dessus de. Alors que les autres sont au milieu de. Vous voyez? Et ceux qui vont morfler, c'est ceux qui sont au milieu de. Voilà. Et voilà, j'ai essayé d'expliquer ça depuis des années et des années. Ça, malheureusement, cette chantage à l'antisémitisme qui s'opère à l'extérieur, le rayon paralysant, s'opère aussi à l'intérieur de la communauté. Les élites juives disent aux juifs de base, nous vous protégeons de l'antisémitisme. Alors qu'en fait, ils vivent sur l'antisémitisme, et cet antisémitisme, pour qu'il soit crédible, a besoin d'un martyr renouvelé, qui s'appelle la dialectique et l'alternance de l'élection et du martyr, et c'est le martyr des uns qui fait l'élection des autres. Hein. C'est le martyr du dentiste de Sarcelles qui va renouveler le bail de l'élection de Bernard-Henri Lévy. Malheureusement, les Juifs ne comprennent pas ça parce qu'ils n'arrivent pas à déchirer le voile du tribalisme. Ils sont restés des tribaux. Et le tribalisme les empêche de comprendre les rapports de classe. Hein, voilà. J'aurais fait une fois de plus l'effort de Moscou. Alors, il y a plein d'éléments. Alain, j'aimerais continuer sur ce sujet israélien pour faire l'avocat du diable. C'est parce que je trouve il y a plein d'éléments qui sont très intéressants. Bon, déjà, je pense que là, on peut le dire quand même aux spectateurs, parce qu'on a entendu parler de différents risques, là, dans ton analyse, potentiellement nucléaire. On voit que l'ultimatum a révélé un problème peut-être qui n'était pas perçu par beaucoup de gens, c'est qu'il y a plus de chances qu'il y ait une crise de l'eau et une guerre de l'eau. On le voit avec les usines de dessalement, plutôt qu'un risque d'ailleurs nucléaire. On aura la réponse à la fin de l'ultimatum, parce que l'Iran promet de frapper, si elle se retrouve également touchée sur des infrastructures énergétiques civiles, elle promet de frapper dans tout le Moyen-Orient, les usines de dessalement qui pourraient mettre des mois, voire des années à se régler. Donc là, ce serait une sorte de catastrophe humanitaire intégrale. Mais donc, c'est pas ce que l'on souhaite, mais bref. Pour faire l'avocat du diable, alors.
C'est-à-dire que, d'accord, donc Israël aurait ses contradictions. Mais si on part du principe qu'Israël a une telle influence sur la politique étrangère américaine, sur une part aussi de la technologie, en termes de start-up, de développement technologique, on l'a vu, on se souvient des propos d'Harari, de toutes les start-up de la Silicon Valley, etc., qui permettent de développer une société du management qui ne demande pas forcément à avoir, si on parle du peuple juif, un juif pour chaque tâche. Ils peuvent déléguer, voire même jouer sur de l'immigration, etc. On a une extension du territoire progressif par les opérations, ou du moins des changements qui ouvrent les portes. Je le répète, on a eu quand même la Syrie qui a chuté, les opérations là au Liban qui continuent, là l'Iran mettra du temps Mais à... excuse-moi, la Syrie a chuté, donc c'est un pays de chaos où il y a des égorgeurs qui tuent les anciennes élites alaouites qui faisaient de ce pays arabe un pays laïque par ailleurs. Mais est-ce que ça se transforme en peuplement pacifié? Ce sont des pacifier, pays qui ont pacifier. disparu comme, on va dire, pays hostiles, mais qui sont dans un chaos permanent. Je veux dire, Mm. les Juifs sont pas en train de s'installer en Irak, ils sont pas en train de s'installer en Syrie. Ils ont juste détruit tout ce qui était autour d'eux, en gros. Alors, ils pensent peut-être s'installer au sud Liban, hein. Ils sont en train voilà, de pousser leurs frontières vers le sud Liban. Mais le problème, c'est que pour se maintenir avec la haine qu'ils ont créée et la violence qu'ils ont créée, il faut en permanence que ce soit un peuple en armes, je rappelle, qui sont tous militaires en permanence, avec une fatigue. La jeunesse israélienne qui est née en Israël et qui veut vivre à l'occidental est beaucoup moins motivée pour se battre que ceux qui sortaient de la peur des camps, parce que il y avait quand même des camps, et il y a eu quand même une hostilité envers les Juifs qui est indéniable en Europe centrale entre 33 et 45. Eux avaient une motivation qui se comprenait. Mais aujourd'hui, la jeunesse israélienne, elle a envie de continuer cette épopée conquérante où on se fait détester de tout le monde. Je rappelle que le pays le plus dangereux pour un juif au monde, c'est Israël. C'est le pays où on peut se faire poignarder à un arrêt d'autobus. Alors Mm. malgré les mensonges de Golnadel, on vous dit qu'en France, les juifs rasent les murs et se font persécuter en permanence. On sait très bien que c'est absolument faux, puisqu'on a même des types qui s'amusent à traverser le 9-3 avec une kippa et personne en a rien à foutre. Les mecs tiennent les murs en train d'écouter du rap et les regardent passer. Voilà, en tirant sur le bédo, quoi. Et, et donc, le problème, c'est la viabilité de cette logique de conquête. C'est ça le problème. C'est toujours le problème dans la durée. C'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire de cette victoire. À un moment donné, tu sais, c'est comme dire, il faut savoir arrêter une grève, il faut savoir arrêter une guerre. Et le problème, c'est qu'ils sont dans une logique de guerre sans fin. Parce que c'est une guerre qui n'a jamais où il n'y a jamais la moindre porte de négociation pour l'autre, tu sais. C'est nous sommes là pour vous dominer, pour vous soumettre, nous vous méprisons, notre Dieu vous méprise, on va Amalek, on va vous exterminer, vous réduire en esclavage. Donc ça crée, il n'y a pas d'offre, tu sais, comme il pouvait y avoir à l'époque une offre Lyotet, essayant de faire comprendre aux Marocains qu'il y avait peut-être un intérêt de collaborer avec l'impérialisme français, tu vois. À un moment donné, on peut se dire ça peut être un moyen de développement, mais là, il n'y a jamais de proposition. Il n'y a jamais de proposition israélienne en disant voilà, nous vous faisons une offre. C'est toujours nous sommes le peuple élu, la terre nous est promise, soit vous vous soumettez, soit on vous massacre. Je veux dire, tu crées une haine inextinguible que tu caches par du mensonge. Je rappelle que les sionistes, et malheureusement au sens le plus large du terme, sont des menteurs professionnels. Ils ont transformé les médias français en médias menteurs intégraux, hein. Toute la communication qu'on voit aujourd'hui sur Drahi ou sur Bolloré, c'est-à-dire chrétiens sionistes et sionistes purs, ne sont qu'un ramassis de mensonges permanents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas tu peux mentir, c'est pour marquer des points, tu vois, ça s'appelle un escroc, mais tu ne peux pas pérenniser sur le long terme par le mensonge. À un moment donné, le mensonge te pète à la gueule, c'est tout. Il y a quand même à un moment donné la supériorité de la vérité sur le mensonge, la Alors justement, supériorité de la paix sur la guerre, et la non, supériorité, tu vois, de l'amour sur la haine. Tu vois, c'est pas pour c'est un rien. très bon point. Et je me pose sérieusement la question parce que là, on parlait donc d'eschatologie et de messianisme. Est-ce que ce n'est pas une technique psychologique qui peut être renouvelée à l'infini? Parce que moi, personnellement, je ne suis pas du tout dans la physicalité du concept. Je ne crois pas qu'il va y avoir un Mashiach qui va apparaître de chair et de sang, etc. Je me dis, ça vient de toute cette théologie et ça peut être utilisé à foison pour permettre une organisation collective par le biais de la panique, de la restructuration, et ça peut être répété continuellement. En tout cas, pour la situation israélienne, on le voit de part d'ailleurs le problème du voile du tribalisme qui n'arrive pas à déchirer. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être répété ad vitam aeternam? Non, l'humanité disparaîtra un Non, jour. non, non. À un moment donné, il y a la loi de contradiction interne, il y a les limites même de l'énergie. On sait bien que toute épopée, tu vois, finit à un moment donné. Je veux dire, les Grecs sont passés de la mythologie
après à la tragédie et après à la philosophie. Il y a eu 3 temps. Je veux dire, Spengler te l'explique aussi. Il n'y a pas, tu sais, comment dirais-je, il y a les lois de la thermodynamique aussi pour les Oui, bien sociétés, tu sûr. vois ce que je veux dire? Voilà, il y a la désorganisation, il y a l'élan initial. Cet élan initial, c'était effectivement Israël, solution à la Shoah. Donc ça a créé effectivement un booster incroyable, mais c'était il y a 80 ans. Et aujourd'hui, tu vois très bien d'ailleurs que le moteur d'Israël n'est plus la Shoah, c'est la Torah. Ça, c'est un de mes concepts clés. Les Israéliens, pour continuer à avancer, sont passés de la Shoah à la Torah. La Shoah, ça avait un avantage parce que ça disait à tous les peuples occidentaux, nous avons été persécutés par une idéologie qui est sortie d'Europe et qui est sortie quelque part de votre monde. Nous avons donc un crédit que vous nous devez, des réparations, c'est de la discrimination positive, et ça tétanisait un peu et ça faisait qu'on acceptait. Aujourd'hui, par le sort qu'ils font subir aux Gazaouis, ils ne peuvent plus se réclamer de la Shoah parce qu'on voit très bien que la Shoah, qui est la prime aux souffrants, amène ces mêmes occidentaux, l'élevés dans l'antiracisme, etc., à être comment dirais-je, en harmonie et en sympathie pour la souffrance des Palestiniens. C'est pour ça que là, ils sont passés de la justification d'Israël par la Shoah à la justification d'Israël par la Torah. C'est-à-dire, Dieu nous a promis le grand Israël, car nous sommes le peuple élu. Notre Dieu est un Dieu vengeur. Il faut lire l'Ancien Testament, hein, ça assassine en permanence, ça tue les femmes, les enfants, les animaux, etc. Et dès lors qu'ils règnent par la Torah, ils sont eux-mêmes en train de sortir de la séquence Shoah, c'est-à-dire de la séquence compassionnelle, tu vois. Et ils sont en train de se montrer comme les nouveaux nazis. Je veux dire, et tu Enfin, vois très bien, ils vont d'ailleurs. que les compassionnels français qui ont été élevés dans la compassion s'appellent le gauchisme, hein, la compassion laïque, c'est LFI. Et tu vois bien que LFI aujourd'hui est passé de la lutte contre les méchants antisémites qu'on soupçonnait d'être des nostalgiques du nazisme et ils avaient affublé de ce qualificatif Jean-Marie Le Pen et le Front National. Et tu vois bien qu'aujourd'hui, dans cette même logique compassionnelle, ils sont devenus hyper pro-palestiniens, hyper anti-israéliens, et qu'aujourd'hui, les sionistes sont obligés d'aller se rabattre sur finalement le vieux parti d'extrême droite qui renoue avec sa tradition d'extrême droite, qui s'appelle le RN. Avec en disant, nous, voilà, nous sommes les Blancs, sous-entendu d'ailleurs, nous sommes supérieurs, c'est ce que ça veut dire, haro sur les bougnoules, donc les racailles en France, les Palestiniens en Palestine, et tu vois très bien que donc ils ont changé d'âne, mais malheureusement, ils sont passés dans une logique, je dirais, qui amène à l'Afrique du Sud, c'est-à-dire que ils laissent aucun champ à la compassion universelle, à l'égalité, à l'antiracisme, etc. Donc c'est une fuite en avant qui ne peut pas marcher parce que le reste du monde ne va pas d'un seul coup se prosterner devant le suprémacisme juif. Alors, Alors justement, peut-être que les Indiens, avec leur vision de caste, peuvent se dire finalement, les brahmanes peuvent se sentir en harmonie. Tu sais, au niveau du business, il semblerait qu'il y ait des sympathies entre un certain brahmanisme hindou versé dans le turbocapitalisme et certains juifs dans les affaires. Mais tu vois, c'est marginal. Mais globalement, les juifs, en étant passés de la Shoah à la Torah, sont dans une fuite en avant qui ne peut que mal finir. Ils ne vont pas convertir le monde à l'égalité raciale. Et d'autant plus qu'à un moment donné, si tu la joues carte racialiste, chacun va jouer la carte racialiste pour lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne va se soumettre au racialisme juif mondialement. Bien sûr, par la corruption. Parce que leur carte, en fait, maîtresse, c'est la corruption. Ils ont mis, t'as vu, un type en Argentine qui va les accueillir. On a au Mexique, je rappelle, une présidente, enfin, je sais pas si elle est présidente, première ministre, mais qui est d'origine juive. Donc, ils ont placé leur pion, ça c'est évident, parce que leur grande puissance, c'est la puissance d'argent. Ils ont acheté beaucoup, beaucoup de monde. Mais c'est pareil, je veux dire, ça ne suffit pas pour pérenniser. Tu vois, il y aura pas de Reich pour 1000 ans. alors, Il y pour aura pas Milan, le rêve non, italien. Il y aura pas le je rêve peux me italien du permettre. Reich pour 1000 ans à Jérusalem. Ça ne peut pas Alain, exister. je me permets parce que sinon, enfin, il faudrait que je prenne des notes et je vais perdre un peu le fil parce que je trouve ces points très intéressants. Et même, on le voit, la nouvelle charge émotionnelle qu'il y a, ce n'est plus comme au XXe siècle où il y a eu la Shoah, maintenant c'est le 7 octobre. Donc on a vu qu'il y avait une nouvelle sacralisation de la souffrance et qui permettait de perpétuer cet agenda politique et voire même accélérer sa transformation et sa radicalité. Certes, mais pour être très clair, parce que je veux continuer sur cette question que je trouve importante. Pour moi, la géostratégie, c'est quelque chose qui va être plus palpable et qui nous permet d'avoir des prédictions, une certaine temporalité qui est assez concrète.
Par contre, pour moi, la métaphysique est assez problématique parce que j'ai l'impression qu'on a une temporalité qui est extrêmement subjective. Est-ce qu'on ne tombe pas dans un piège, Alain, en parlant justement du messianisme, etc. Est-ce qu'on ne peut pas se retrouver nous-mêmes contaminés un petit peu sur la projection de la temporalité, à souhaiter de manière un petit peu magique qu'il puisse y avoir une réaction, comme par exemple un effondrement d'empire, etc., de manière vraiment imprécise? Pourquoi je dis ça? Et après, je te laisse répondre. C'est que la situation en Iran, j'ai déjà parlé des précédentes opérations militaires israéliennes au Moyen-Orient, mais là, en Iran, on a vu par exemple une inaction de la Chine, juste du renseignement, mais quand même une grande part d'inaction, une inaction aussi de la Russie. Ça nous interroge quand même sur la Mais réalité. ça, excuse-moi, ton inaction de la Chine et l'action de la Russie, parce que tu confonds l'action avec les gesticulations de Trump. T'en sais rien, l'inaction. Est-ce que tu es connecté à si haut niveau? Euh, euh, Moi, je crois que les Chinois et les Russes agissent plus discrètement, mais suffisamment pour que ça fonctionne. Pourquoi C'est est-ce que que ce en serait fait, différent? on confond beaucoup on est pris dans ce truc de confondre l'action et le spectacle, tu vois. Moi, je crois que la temporalité et la manière de comprendre le monde de Trump et de Xi Jinping n'est pas la même que cette vision spectaculaire occidentale. Donc évidemment, quand on compare le cirque que fait Trump à l'absence de cirque de Xi Jinping et de Poutine, on a l'impression que la Chine et la Russie ne font rien. Mais moi, je ne crois pas qu'ils ne font rien. Je crois qu'ils font plus discrètement, moins spectaculairement, mais qu'ils jouent sur la durée. Et en fait, on voit très bien que on voit très bien que plus cette guerre dure, d'abord, si Trump y allait, c'est qu'on l'avait persuadé que ça allait durer 3 4 jours et qu'il allait sortir en vainqueur après Maduro, l'Iran, et que là, c'était effectivement, les Américains auraient applaudi comme ils applaudissent à une victoire au football américain. Ça n'aurait pas coûté trop cher parce qu'on leur avait vendu que le régime iranien était terriblement affaibli, puisqu'il y avait déjà eu toute une série de travail en profondeur, et puis que surtout, avec cette vision très biblique, que tu tues les leaders et que tu tues l'esprit. En réalité, c'est comme de croire qu'en tuant les chefs du Hamas, tu vas tuer la colère et l'insoumission radicale de la jeunesse palestinienne, tu vois. C'est bon, il faudra tous les tuer. À un moment donné, si tu veux tuer la cause palestinienne, il faut tous les tuer. Ou alors tous les chasser de l'autre côté du monde, tu vois. Mais ça, c'est très biblique. C'est de dire tu tues. Parce que ça avait un sens dans le monde traditionnel, où si tu tues le chef de guerre ou le roi qui avance au milieu de ses armées, le fait qu'il ait réussi à être tué alors qu'il est au milieu de ses armées mais très protégé, veut dire que le destin, c'est-à-dire le fatum, c'est-à-dire les dieux, ont choisi leur vainqueur. Et ça, malheureusement, ces juifs qui sont un peu biblistes, parce que ça leur permet justement de tricher sur les calculs, pensent que tu tues les 3 4 représentants majeurs du Hezbollah, le Hezbollah est fini. Tu tues les 3 4 leaders charismatiques de Hamas, c'est fini. Et là, ils ont cru, en gros, ils ont fait croire que l'Iran allait s'effondrer en réalité. Et Trump, qui a peut-être pas une énorme culture comme les Américains, il fallait demander aux Anglais et aux Français, tu vois, parce que nous, on a cette culture qui est liée de notre colonialisme, et d'autant plus les Français, parce que nous, on est des colonisateurs qui nous intéressons aux cultures de ceux que nous colonisons, ce qui n'est pas tout à fait le cas des Anglais, tu vois. Et il aurait fallu se renseigner un peu mieux, et cette guerre est une catastrophe pour Trump, et il le dit d'ailleurs, il le fait savoir, les Israéliens m'ont menti, je me suis fait rouler dans la farine. Ces généraux qui l'avaient prévenu, lui disent, on vous avait prévenu que ça allait mal se passer. Mal se passer, ça veut dire que ça dure. Si ça dure, c'est que ça se passe mal, et ça a déjà trop duré. Alors évidemment, l'idée, c'est bientôt l'Iran va être à bout de souffle. Ils peuvent plus, ils peuvent plus. Et puis là, on voit qu'ils se sont fait bombarder des zones stratégiques très importantes, notamment d'ailleurs atomiques, ce qui est contre le droit international, parce que il y a un risque tu sais, de radioactivité. Donc déjà, les Américains se permettent, comment dirais-je, de faire de la piraterie, de ne pas respecter les droits de la guerre, mais on voit immédiatement que les Iraniens ont été capables de taper le Dimona, tu vois, qui est quand même des symboles très forts, tu vois. C'est-à-dire que, excuse-moi si je veux faire un peu d'ironie, c'est comme les gens qui pensaient que la guerre d'Ukraine serait gagnée très vite par les Russes. Et il la gagne, mais ça met des années et des années, c'est beaucoup plus lent que prévu. Et là, la différence, c'est quand tu regardes la relation Ukraine-Russie, le temps joue pour la Russie. Il suffit de regarder la capacité de production militaire, la réserve de population de mâles en âge de se battre, et puis aussi comment dirais-je, les alliances, entre guillemets, hein. Et là, c'est dans l'autre sens, quand tu regardes l'Amérique, les acteurs, les alliances,
la profondeur stratégique, la capacité de production, etc., etc., l'OTAN joue contre la coalition israélo-américaine. C'est à peu près sûr. Et puis, ça le joue d'ailleurs sur le plan économique et sur le plan politique. Je veux dire, Trump va perdre le pouvoir à cause de cette guerre qu'il n'arrive pas à gagner assez vite. Et derrière, ceux qui vont arriver derrière vont dire on va arrêter. Et si d'ailleurs ils n'arrêtent pas, on dira encore plus c'est les Israéliens qui empêchent que ça s'arrête. C'est donc voilà, ils sont dans un bourbier. Et je crois effectivement que pour l'instant, la stratégie par rapport à un bourbier, c'est le mensonge médiatique qui masque les choses. On le sait très bien, hein, à un moment donné, quand la première victime de la guerre, c'est la vérité, on le sait très bien. Donc ils ont les médias occidentaux sous contrôle, on le sait très bien, il suffit de regarder qui contrôle les médias sociaux, ont une grande capacité de mensonge. Par la corruption, effectivement, ils achètent les gens, mais le mensonge recouvre quand même une réalité, ça ne la remplace pas. Donc ils ont une grande capacité de mensonge, et voilà, pour l'instant, eh bien, ils jouent là-dessus. Et effectivement, ils espèrent peut-être que le Machia va venir, c'est encore autre chose. Et puis, ils espèrent aussi peut-être que l'Iran va finir par s'effondrer. Mais il semblerait que les experts sérieux disent que les Iraniens se préparent depuis 40 ans à cet affrontement final et se sont organisés de manière à pouvoir tenir. Et n'oublions pas que si à un moment donné l'Amérique se retire de ce jeu, le rapport direct Israël-Iran, alors là, est totalement défavorable à Israël, hein. Totalement défavorable. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs la grande peur des Israéliens depuis un moment, c'est de savoir qu'à un moment donné, ils risquent de perdre la soumission américaine, qui de toute façon, ils avaient programmé que ça finirait par leur échapper relativement. Et c'est pour ça qu'ils avaient besoin de faire le Grand Israël, c'est pour ça qu'ils avaient besoin de devenir le carrefour où se vend l'énergie. Ils avaient effectivement un plan relativement cohérent qui est que Israël n'est viable que s'il grandit, ça c'est certain. Israël, dans sa taille actuelle, ça je le concède aux sionistes, n'est pas plus vivable que l'Allemagne qui avait un problème d'espace vital compte tenu de sa population, de sa capacité de production et de la réalité de la géopolitique continentale à un moment donné à partir voilà, de Guillaume, de l'empereur Guillaume, quoi. C'était évident. C'est pas une folie, l'idée de l'espace vital. C'est qu'à un moment donné, tu as une montée en puissance qui demande à pouvoir s'exprimer. Et effectivement, il faut pousser les frontières. Et d'ailleurs, quand tu veux pousser les frontières, tu inventes une théorie d'inégalité raciale. Tu dis les esclaves sont des sous-hommes, ça justifie effectivement de pousser les frontières. Parce que si tu dis ce sont nos égaux, ça marche pas. C'est pour ça que tu vois, tu peux toujours articuler des causes matérielles et des productions idéologiques nécessaires, tu vois. Et là, c'est pareil, pour que Israël devienne le grand Israël, il faut justifier que Dieu leur a donné la terre promise et que cette terre promise, c'est bien plus que la Palestine sacrée, hein. Et puis après, effectivement, il faut pouvoir pousser les murs, et pour ça, il faut l'aide de l'armée américaine, une soumission de l'Amérique. Alors effectivement, la première guerre d'Irak, ça se fait, mais les moyens baissent, la légitimité baisse, les colères montent. Et aujourd'hui, on voit bien que si on réfléchit à à la première et deuxième guerre d'Irak, l'Amérique n'a plus les mêmes moyens qu'elle avait à l'époque de la guerre d'Irak, quoi. Et ça, je dis, le temps joue contre la coalition américano-israélienne, et si quand on voit le travail des types comme Nick Fuentes pour bien faire comprendre au peuple américain qu'ils sont en train de mourir pour Israël et que Israël n'en a rien à foutre d'eux, parce qu'en plus, ils sont en train de mourir pour des gens qui les méprisent, hein. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que l'Israélien a ce problème, c'est quel problème du peuple élu, c'est qu'il ne cache jamais son mépris pour les gens qu'il met au tapin. C'est-à-dire que, et aussi quand on a une longue culture historique, ceux qui se mettent à son service ne sont jamais récompensés. Ils sont punis comme les autres et liquidés comme les autres, froidement. Rappelons-nous de Folke Bernadotte, hein, et rappelons-nous de comment ont été traités les Anglais malgré la déclaration Balfour, hein. Ils se font buter à la fin. C'est-à-dire que je vais pas dire les suprémacistes juifs, je vais dire les Israéliens, parce que dès que y a le mot juif, il y a les algorithmes qui clignotent dans tous les sens. Mais le problème des suprémacistes juifs, c'est qu'ils n'ont aucun respect, et ça c'est religieux, c'est le Talmud, pour leurs partenaires. Aucun respect. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange gagnant-gagnant. Ils sont systématiquement passés par pertes et profits, sacrifiés, trahis. C'est d'ailleurs la marque des néoconservateurs, hein, parce qu'ils sont liés de cette communauté, c'est que chaque fois que vous collaborez avec les néoconservateurs américains, ça finit très mal pour vous, hein. Je demande aux Kurdes ce qu'ils en pensent. C'est pour ça qu'à ce moment, ils veulent plus bouger, hein. Ils se sont tellement fait baiser à chaque fois. Et ça aussi, ça joue contre eux sur le long terme. C'est-à-dire que nous sommes face à des gens qui ne respectent pas leurs promesses, qui n'ont aucun respect pour leurs partenaires qu'ils estiment inférieurs, et qui les sacrifient systématiquement dans leur logique
qui est purement égoïste et individualiste. Et ça, forcément, au bout d'un moment, tu vois, ça finit par quand même laisser des traces, quoi. Voilà. Et tout le monde a compris ça de Netanyahou. Netanyahou a été traité de menteur et de salopard par tous les leaders qui l'ont approché, même s'ils en ont peur. Obama l'a dit, Chirac l'a dit, et Trump se rappelle très bien que quand Biden a été élu en lui volant les élections, le premier qui a félicité Biden pour son élection, c'était Netanyahou. Tu crois que Trump a oublié ça, cet épisode? Je veux dire, tout ça, c'est à mettre dans le contentieux, tu vois. Donc je te dis, en réalité, Israël fait peur. La communauté juive internationale a atteint un très très haut niveau de domination sur l'Occident dégénéré, d'ailleurs par sa dégénérescence, hein, en accélérant sa dégénérescence, qui est essentiellement un pouvoir de corruption et un pouvoir de mensonge. Mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'éternel retour du concret, l'éternel retour du réel. Et là, il y a moi, c'est ce que je dis, la dialectique hegélienne est plus forte que le Dieu juif. C'est ça que je dis. C'est une phrase qui veut dire quelque chose. Toujours sur le sujet iranien, mais en parlant d'autres pays. Là, on a parlé de l'OTAN, mais parlons des pays de l'Union européenne. Alain, est-ce que ce fut un signe vraiment positif ou un pur épiphénomène, le refus des partenaires européens pour l'appel à l'aide de Trump pour participer aux opérations pour débloquer le détroit d'Ormuz? On a Macron qui a dit non à Donald Trump ainsi que d'autres pays. Est-ce que c'est un épiphénomène ou alors est-ce que c'est un éternel retour du concret, peut-être un réveil stratégique du territoire européen? Comment analyses-tu la chose? Vous n'oubliez pas que quelques semaines avant, Trump avait dit en gros, vous êtes mes vassaux et vous allez payer notre défaite face à la Chine. C'est vous qui allez payer le différentiel. Donc tu peux pas à la fois insulter les types, les menacer, leur dire le projet que tu as pour eux, c'est-à-dire nous allons retarder la défaite économique et impériale de l'Amérique par rapport à la Chine en enfonçant l'Europe. C'est ça que Trump nous a fait comprendre. Et 15 jours après, tu leur dis, venez nous aider. Et puis il y a aussi le problème de respect des opinions publiques. C'est que on a déjà beaucoup menti sur l'Ukraine. Les peuples européens voient quand même que la crise économique s'aggrave à mort et qu'on donne de l'argent à un pays ultra corrompu qui a déjà perdu la guerre. C'est déjà très dur à vendre. Hein. Il y a quand même le problème de la politique qui est dans un monde qui n'est pas encore le monde des lumières sombres, où il faut encore jouer le jeu de l'opinion majoritaire. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont compris qu'il fallait sortir de la démocratie si on voulait pouvoir continuer à avancer, parce que même si la démocratie est une escroquerie, comme toute escroquerie, il faut quand même faire un montage, tu vois ce que je veux dire? Il faut perdre du temps et investir dans l'escroquerie. Et on est quand même dans cette escroquerie du respect de l'opinion majoritaire, qui demande à mentir beaucoup, effectivement, à acheter des menteurs. Mais là, on est à des moments, on arrive à une certaine limite. C'est-à-dire qu'après l'Ukraine, dire l'Iran, je sais pas si tu vois, enfin, c'est du x10, quoi. Les leaders européens se disent on risque carrément de se faire lyncher, quoi. Il y a un vrai danger. Alors évidemment, il y a un soutien médiatique, hein. Il y a une diabolisation extrême du régime iranien pour dire il faut absolument. Tu imagines quand on a demandé à Isabelle Adjani de nous donner son avis je sais pas quoi, à la nuit des Césars, enfin, tu vois, on est un peu au bout du bout, quoi, là. Hein. Mais oui, on atteint une limite en ce moment. Et c'est vrai que le danger, c'est quand les gens sont en train de perdre et qu'ils sont mauvais joueurs, c'est ce qu'on appelle renverser la table. Effectivement, il y a la possibilité à un moment donné d'une bombe atomique. Voilà, on va vers une crise économique comme on n'en a jamais vu depuis, je ne sais pas depuis quand, parce que et n'oubliez pas que cette guerre qui notamment attaquait les Iraniens à cause aussi de la lâcheté de tous les pays sunnites autour. Les pays sunnites autour, ils sont en train de se faire démonter la gueule parce que ce sont des marchands de pétrole qui n'ont pas d'eau. Et le message aussi, c'est vous avez laissé l'Iran seul. Alors c'est toujours une rivalité sunnisme, chiisme, mais l'air de rien, voilà, vous en prenez plein la gueule. Et ça aussi, c'est la stratégie iranienne qui est quand même assez intelligente. C'est qu'aucun de ces pays ne reste fonctionnel alors que ce sont que des marchands de pétrole. Hein. Je veux dire, et puis avant de reconstruire tout ça, ça va prendre des années. Et puis les gens qui pensaient que Riyad, tu sais, ces nouveaux paradis climatisés, c'était génial, leur avenir est un peu compromis. Hein. Ils sont en train de faire la valise en ce moment. En fait, non seulement tout le monde fait la valise et tout le monde doit prendre des avions, mais on est en train de détruire aussi, je rappelle, l'industrie, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le commerce de l'aviation civile. Hein.
il y a des mises, le prix du carburant va exploser, le danger va augmenter. On va voir aussi un effondrement de l'économie des compagnies aériennes. Il y a déjà 40 000 licenciés, je ne sais pas où, si c'était la Luftwaffe ou je sais pas quoi. Enfin, on voit des signaux rouges s'allumer partout. Et là, le message, c'est vous êtes allé emmerder l'Iran. Pourquoi? Finalement, est-ce que sous prétexte qu'il faut que les femmes mettent des voiles dans la rue, ça méritait de détruire pratiquement, de foutre en l'air 20% de l'économie mondiale? Il y a des gens qui disent, oui, c'est que 20%. Déjà, quand tu tapes 5%, c'est déjà très très violent. 20%, c'est pas viable, hein. Et ça peut basculer à bien plus. Donc là, il y a quand même des tas de gens qui se disent, attendez, et notamment des gens qui aiment faire des affaires aussi, qui disent, attendez, on est où là? Le monde est à feu et à sang, tout ça, parce que l'Iran agace certaines personnes. La justification ne tient pas, tu vois. Je rappelle entre autres que s'il y a un régime, une république islamique chiite en Iran, c'est parce que l'ayatollah Khomeini était logé à Neuf-le-Château et que les Américains qui avaient déjà mis le Shah d'Iran à la place de Mossadegh parce que Mossadegh les emmerdait sur la nationalisation du pétrole, ont fini par vouloir virer le Shah d'Iran qui voulait renouer avec la grandeur perse et se doter de la bombe atomique qu'on était en train de leur vendre. Je rappelle, c'est la France qui est en train de leur vendre, et que c'est les Américains aidés par les Français qui ont mis en place le régime de l'ayatollah Khomeini, hein, je le rappelle, il est arrivé par un avion d'Air France. Tu vois, hein, il n'est pas arrivé sur un cheval avec un sabre, hein. Donc tout ça, c'est ce que racontait d'ailleurs un des fondateurs juifs d'ailleurs de 102 ans qui avait monté l'OSS et la CIA. Il dit, nous n'avons fait que des conneries, et comme nous avions beaucoup d'argent et que nous étions dirigés par des dingues, notamment les frères Dole qui sont des évangélistes, nous avons foutu la merde partout, et notamment si nous n'étions pas intervenus en Iran, l'Iran aujourd'hui serait une démocratie avancée. Tu vois, c'est qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui, malgré le mensonge et les gens stipendiés pour ça, que les impérialistes américano-sionistes, on va dire, hein, ces néocons, sont des dingues, des fouteurs de merde, et que c'est eux le vrai problème du monde, c'est pas l'Iran, et qu'il faut à un moment donné qu'ils soient mis hors d'état de nuire. Et c'était notamment d'ailleurs le programme discret et politique et politicien de Trump. Il est en train de l'accomplir malgré lui. C'est parce qu'on parle de ce qu'on appelle le dévoilement. Et je rappelle, le dévoilement, le mot religieux pour dévoilement, c'est apocalypse, hein. Tout le monde est en train de comprendre qui sont les méchants, hein, malgré effectivement. Alors quand je dis tout le monde, la ménagère de plus de 50 ans, elle comprend pas forcément grand-chose, mais c'est pas comme ça que marche la politique. La politique, c'est quand même toujours des petits groupes organisés qui ont une vision un peu quand même supérieure à la masse et qui agissent. Et qui agissent. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les élites mondiales ont compris que le problème, c'était la coalition israélo-américaine, voilà, qui est en train de foutre le business en l'air. Faut pas oublier, le business, c'est important, hein. Il y a des gens là qui se plaignent que le business... Alors ceux qui s'en réjouissent en ce moment, finalement, c'est les Russes, parce que là, ils sont en train de se gaver de pognon avec la vente de gaz et de pétrole, et surtout, on parle beaucoup moins de l'Ukraine. Et puis, quand il faut aller mettre de l'armement pour combattre les Iraniens, sans doute que ça va moins à l'Ukraine. Donc le Zelensky fait la gueule aussi. Donc c'est quand même, il y a des types là qui ont foutu un bordel incroyable pour des raisons qui sont invendables au reste de la planète. Parce que il fallait faire tomber le régime des mollahs parce qu'ils sont pas gentils avec les femmes, alors qu'on sait qu'il y a plus de femmes ingénieurs dans les universités en Iran qu'en France ou aux États-Unis, hein. C'est vrai Voilà. on voit pas les mêmes réflexions sur l'Arabie Saoudite ou autre. Justement, Alain, par rapport à la communication dans les médias français, donc on a cette diabolisation de l'Iran, l'analyse de la situation en Iran elle-même ou en Israël pour être pro-israélien, mais par contre sur le sol français, on a cette communication et finalement tu en as été impacté sur le plan judiciaire. On nous parle de la menace iranienne maintenant sur le territoire français. Donc il y a la menace des frères musulmans, le terrorisme iranien, et là, avec cette guerre, l'argument des pro-sionistes est que de toute façon il faut se ranger du côté de l'Occident parce que cette guerre vient de développer une colère encore plus grande de la part des Iraniens contre l'Occident, avec même des déclarations donc, de djihad. On voit des titres partout. Est-ce qu'on est face à une menace de djihad mondiale? Que répondre à cet argument-là de dire l'Iran est un ennemi de la France à cause de la colère amenée par cette guerre? Bah, c'est toujours la communication, on va dire, sioniste grossière, c'est de dire la vraie menace, c'est l'islam. Les musulmans sont en train de nous envahir. Je rappelle qui les a fait venir, hein. Il faudrait peut-être rappeler qui a décrété le regroupement familial. Ministre Chirac sous présidence Giscard. D'où vient cette idéologie de grand remplacement ou de grand métissage du Grand Orient de France, hein, des loges,
qui sont donc qui est la matrice du Parti socialiste. Hein. Il faut se rappeler du rôle joué par SOS Racisme, qui est derrière SOS Racisme, Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, etc. C'est-à-dire que les mêmes aujourd'hui qui disent qu'il y a un grand danger de djihad qui va conquérir l'Europe sont ceux qui ont fait venir ces maghrébins musulmans en France à l'époque pour lutter contre le sursaut identitaire légitime qui était incarné par Jean-Marie Le Pen et le Front National. Donc il faut voir qui sont les responsables de cette merde. Et puis aussi cette idée complètement stupide que le chiisme étant une branche détesté par les sunnites, et en plus ultra minoritaire, puisque représentant que 15% de l'islam, on peut pas dire à un moment donné que le moteur du djihad européen soit l'Iran. Ils nous ont parlé il y a quelques mois des frères musulmans. La passion entre les frères musulmans et l'Iran, ils sont carrément ennemis, et puis pas qu'un peu. Hein. Donc tout ce baratin qui est vendu par Goldnadel et puis des stipendiés de troisième zone, ça marche, je dirais, sur la masse un peu abrutie, parce que eux, ce qu'ils voient, c'est la délinquance ethnique. Hein, et donc ils disent la délinquance ethnique, c'est l'islam, c'est l'invasion. Donc ça marche un peu. C'est toujours pareil, sur du mensonge, de la bêtise, de la catastrophe organisée, mais au niveau de l'analyse sérieuse, de prétendre que... Je rappelle que le mec qui est à la tête de la pieuvre iranienne en France, c'est censé être moi. Hein, et que cette pieuvre iranienne, parce que j'ai pris 2 ans de prison ferme pour ça, c'est 3 personnes, dont 2 que je ne connais pas. Hein, et que je vous rassure que la puissance des réseaux iraniens en France, comparée à la limite à celle des frères musulmans au sens qatari, c'est déjà rien. Les frères qataris, ça donne le PSG, hein, en gros. Et puis, par contre, le truc où on rigole, c'est ce que je disais, c'est l'éléphant sioniste au milieu du salon, et puis les petites souris qui courent le long des plaintes, quoi. Je veux dire, s'il y a une puissance qui domine la France jusqu'à l'écraser contre ses intérêts, par une stratégie de diviser pour régner, une stratégie de parasitisme qui confine au pillage, eh ben, c'est cette énorme domination sioniste sur la France. Il suffit de regarder... d'écouter LFI, les médias de Bolloré et Drahi pour le comprendre. Et puis surtout, ça donne cette incroyable diabolisation de ce peuple français qui avait été élevé depuis les années Mitterrand à l'antiracisme et à la compassion tiers-mondiste. Et ça donne LFI, et aujourd'hui, c'est d'arriver à comparer Mélenchon à Le Pen. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on méprise à ce point-là l'histoire, la logique et la morale, même si on a une grande puissance de corruption sur les médias et sur la lâcheté individuelle, hein, on va parler d'Éric Nolot, enfin des épaves, quoi, des types qui seront tondus à la libération, à un moment donné, il y a quand même le réel, quoi, le réel. Ça va être difficile de maintenir ce narratif très longtemps, qui est un narratif quand même de gens qui, pour se maintenir au pouvoir, sont obligés de créer en France une situation de guerre civile, et effectivement de transformer la France en Palestine occupée. Je rappelle qu'Israël ne peut pas être un modèle pour aucune démocratie occidentale. C'est le pays le plus dangereux du monde, c'est un pays entièrement militarisé, c'est un pays où il faut construire des murs et des routes pour les uns et pour les autres, c'est un ghetto en réalité, c'est un ghetto géant. Comment peut-on penser une seconde qu'Israël puisse être un modèle pour la France, qui je rappelle est au départ la douce France de Charles Trenet? Je veux dire, il faut l'énorme puissance de mensonge et de corruption que sont la politique et les médias français, par la puissance d'argent de ce qu'on appelle la communauté organisée, pour que ce soit un peu audible, mais ça peut pas être crédible très longtemps. Parce que je vous dis, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le mur du réel, quoi. Voilà, et moi, je crois à ce mur du réel. D'ailleurs, je vois aujourd'hui que les sionistes français alliés aux suprémacistes blancs, là, puisque finalement, c'est ce que j'appelle l'alliance judéo-nazie, quelque part, dans sa version la plus grotesque, qui est la version française. On a la version dramatique en Ukraine, la version obscène en Palestine, et la version ridicule en France. Hein, c'est l'alliance Golnadel-Rochdy, tu sais, c'est ceux qui se prennent pour le peuple élu, ceux qui se prennent pour la race des seigneurs. Et ça... à un moment donné, ces gens-là sont en colère et ils disent que, je cite Pascal Praud, que François Hollande est un ignoble antisémite parce qu'il n'a pas fait barrière aux alliances locales pour les municipales entre LFI et le résidu du PS. Et que, genre, il faudra le punir. Et t'as Pascal Praud qui dit au CRIF, il faudra que le CRIF punisse François Hollande, qui est un ignoble antisémite, parce qu'il n'a pas
mis en place l'arc républicain. Je rappelle que l'arc républicain, à l'époque, c'était l'interdiction pour la droite de collaborer avec le Front National. Aujourd'hui, maintenant, il y a l'arc républicain qui s'est déplacé complètement de l'autre côté de l'échiquier depuis le 7 octobre, hein, ça s'est fait comme ça très vite, et c'est l'interdiction au PS de passer des alliances locales avec LFI. On va Comment parler tu de la veux... politique, Alain, Comment? nationale. On va parler de la politique nationale dans quelques minutes. Pourquoi, Alain? Parce qu'il y a un timing important. Dans 10 minutes, il est 21h et nous aurons tous les résultats des élections municipales. En tout cas, nous aurons une idée avec le grand combat qui est à Paris. Et il faudra qu'on parle un petit peu de la politique nationale. Mais j'aimerais qu'on termine quand même ce volet géopolitique sur le conflit iranien, même ukrainien. D'ailleurs, si je posais cette question sur le côté du terrorisme iranien, c'est parce que je vois, on a parlé donc des opérations de CNews, etc. Mais j'ai même pu noter, alors je le dis, j'invite tous les spectateurs et même Alain à regarder. Et peut-être qu'Alain pourra commenter ce personnage que je m'apprête à citer. On a Alain Bauer qui est apparu sur la chaîne de Légende, la chaîne de Guillaume Play, qui permet de toucher un public de plus en plus large, avec un aspect un peu politique, de divertissement. Et Alain Bauer, dans cette émission, on parle de criminologie, de terrorisme, il nous parle du terrible espionnage russe, chinois, aussi américain, et aucun mot sur l'espionnage israélien. Alors ça, c'est ce que j'ai trouvé quand même assez impressionnant, je vous invite tous à le regarder. Donc on a Alain Bauer, qui est quand même le seul criminologue de France, il est revendiqué comme ça, qui fait donc aussi cette communication sur un public plus large pour nous parler voilà, des menaces internationales, du terrorisme, du contre-terrorisme. Mais on voit qu'il y a un ciblage sur la Russie, les pays du Moyen-Orient, mais pas forcément Israël. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça, Alain? C'est-à-dire sur ces médias-là et aussi ces personnages qui apparaissent pour commencer à construire un petit peu plus l'opinion. Est-ce qu'il faut s'attendre à une machine de plus en plus importante? Bah, déjà, Alain Bauer, il suffit de dire qui c'est. Il est juif, ancien grand maître du Grand Orient de France, et il est soi-disant spécialiste des questions de sécurité française. Ça fait doucement marrer, c'est comme quand on confie à des sociétés israéliennes de sécuriser l'aéroport de Roissy, tu sais, alors qu'il n'y a que des barbus au bagage qu'on recrute, tu sais, par discrimination positive dans le 9-3. Tu vois, enfin, je veux dire, comme disait Céline, c'est lourd. Mais en fait, ces gens-là ne cherchent pas la finesse, hein. Ils cherchent le passage en force avec beaucoup d'argent, des mensonges très grossiers, mais qui, répétés 1000 fois et très fort, bah, finissent par étouffer les voix comme la mienne. D'autant plus que moi, on me fout en prison si je suis pas capable de bouger au bon moment. Voilà, on a Bernard-Henri Lévy qui vient nous expliquer systématiquement. Ça fait 50 ans que Bernard-Henri Lévy nous explique qu'il faut faire la guerre à tout le monde. Enfin, je veux dire, et qu'il est encore invité avec marqué philosophe, alors qu'il a été traité d'escroc, je rappelle, à l'époque par Raymond Aron, par Claude Lévi-Strauss. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des goy, hein. Donc la question, c'est pourquoi la France est tombée au niveau où elle est tombée, effectivement, parce que il y a une centrifugeuse qui a mis sur la touche tous les gens qui étaient capables de produire une analyse de ce qui se passait depuis les années 80, qui est une lente montée en puissance, qui s'appelle d'ailleurs la montée du CRIF, d'une communauté très minoritaire qui a décidé de faire de la France on va dire son deuxième Israël au cas où ça se passerait mal, et qui pour ça sont obligés de détruire toutes les élites légitimes issues, je rappelle, à la fois du gaullisme et du Parti communiste français, tu vois, on voit bien ces deux destructions qui ont été faites, et à la fin, on a une anti-élite à la tête du pays qui permet à cette minorité de se maintenir, mais en foutant la France en l'air, hein. La France est en voie de destruction accélérée, on le voit au niveau du Quai d'Orsay, enfin, on a quand même un type comme Barrot, qui est ministre des Affaires étrangères. On a la petite à lunettes, là, je ne sais même plus quel est son rôle, qui éructe toute la journée. Comment elle s'appelle, là, la petite... Dans le chat, il faut qu'ils nous le disent parce que je l'avais sur le haut. On dirait une lycéenne. Je l'avais sur le bout de la langue. Mais qui se pâme devant Israël toute la journée, y compris en faisant des déplacements là-bas. Aurore Berger, enfin je veux dire, on a le président Macron effectivement, qui est un truc qui était inconcevable quand on voit que la France est quand même la plus vieille nation du monde occidental, hein, quand même. On a inventé même le modèle. Il a fallu arriver à ce niveau de destruction et de corruption et d'anti-élite pour que se maintienne cette communauté, je rappelle, qui effectivement est symbolisée par l'aberration du dîner du CRIF, où une association communautaire qui représente statistiquement 1/6 de 1% du peuple français, dans un pays qui ne reconnaît pas constitutionnellement les communautés, puisqu'effectivement, depuis la Révolution française et la nuit du 4 août, s'est opérée la dissolution des corps intermédiaires, et que la République française dit bien que rien ne doit subsister entre l'individu citoyen et la nation souveraine.
Donc, je veux dire, on est dans une aberration totale, et c'est pareil, je ne pense pas que ça puisse durer éternellement. Même si chaque jour, ça produit un chaos aggravé pour la France, qui aujourd'hui d'ailleurs est la volonté de créer des tensions de type guerre civile entre la jeunesse blanche qui en a marre de 40 ans de délinquance racailleuse et de se faire traiter de raciste et de fasciste, et de l'autre côté des gauchistes, effectivement, qu'on active en faisant croire qu'en face il y aurait des fascistes, n'est-ce pas? Et ça, c'est une création de toute pièce à l'intérieur de la petite bourgeoisie blanche, hein, je le rappelle, qui a les mêmes problèmes face à la crise économique, de les pousser à une espèce de guerre civile molle qui fout le pays en l'air. Hein. C'est la guéguerre des militants de LFI face aux militants du RN, qui a déjà donné, on va dire, l'affaire Quentin. Tout ça pour que puisse se maintenir le CRIF, qui est censé incarner la République française. Je rappelle que ces gens-là organisent des dîners républicains. Enfin, je veux dire, on dirait un sketch de Groland, mais malheureusement, c'est le pouvoir français. Et moi, j'ai cru longtemps qu'on pouvait rigoler avec tout ça, et j'ai compris à un moment donné que cette vérité que je disais presque avec humour, en gardant mon esprit punk, allait me valoir le cachot et la mise à mort. Hein. J'ai bien senti qu'à un moment donné, on m'avait expliqué, parce que j'ai quand même deux, trois amis quelque part, que si je rentrais en prison, je n'en sortirais jamais, ou les pieds devant. Hein. Parce que j'agace, comme vous avez d'ailleurs la preuve, c'est que depuis quelque temps dans les médias, on soupçonne l'équipe de Bardella d'avoir été formée par Soral, et aussi les gens qui sont derrière Mélenchon. Et Et la on va en terreur de parler, ces gens-là, justement. On va en c'est une réconciliation des Français de bonne volonté qui votaient RN et des Français de bonne volonté qui votaient les filles. Si jamais ils se réconcilient, ça sauve la France.